arrête pas de taper ou quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode, le 10e de Caneflex. Un épisode sous le signe du mea culpa, sous le signe de la fatigue, sous le signe de la déception peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu. Alors évidemment, on va vous parler du dernier film qu'on a vu, qui peut-être aura été primé ou non. Non. On parlera de Paper Tiger de James Gray. Ouais, qu'on a vu juste avant de quitter le festival de Cannes. Comme vous pouvez le voir si vous êtes en version vidéo, nous ne sommes plus au festival, nous sommes dans un endroit entre Cannes et Paris. Qui a été une bonne surprise pour nous, on y reviendra. Et surtout, Nicolas a une grosse théorie qui s'avère plutôt correcte pour l'instant. Non, je sais pas si c'est correct, mais... Ouais, on reparlera aussi du principe de théorie. Moi j'ai une micro-théorie aussi, mais qui est moins... avec moins de recherche. On a des analyses sur deux films, donc sur Paper Tiger et sur un autre film, qui changent un peu le sens du film, bref. Façon de voir les choses. Et puis on reviendra évidemment sur le palmarès, qui a gagné, et... On peut peut-être directement passer au mea culpa. Ça fait une semaine qu'on dit des conneries. On dit des conneries, ouais. On dit des conneries. C'était quoi Alors, les influenceurs cinéma sont des gigafraudes et nous en faisons partie. Et nous excusons. Nous excusons aussi. Il y a un commentaire qui a rétabli la vérité. Nous parlons pendant une semaine de bourgeoisie et de déconnexion. Il est vrai que nous avons fait le podcast au bord d'une piscine. Dans une villa. Nous nous excusons. À toi. Non, il faut quand même qu'on précise que cette villa, on est logé gratuitement, donc on n'est pas si bourgeois que ça en fait. Ça a été de la gentillesse pure et simple d'une personne qui a un grand cœur. Un grand cœur et des moyens plus conséquents que les nôtres. Ouais, légèrement. Ouais. Avant qu'on fasse notre mea culpa, je voulais... quand même qu'on mentionne qu'on se retrouve en podcast pour un épisode de Caneflex normal dès la semaine prochaine. Et oui, Caneflex repart. Ne s'arrête pas là. On s'arrête pas là, on prend pas de vacances. On aura simplement un jour de retard pour quand même avoir le temps de mater les choses qu'on doit rattraper. Et on va être dans le moins cérébral. Oui. On va être dans le moins cérébral. On va parler de la fin de The Boys qui a eu lieu pendant qu'on était à Caneflex, que j'ai rattrapé. On va parler de la nouvelle série Spider-Noir et notamment de ses choix aussi, à savoir sortir en couleur et en noir et blanc, on reviendra un petit peu là-dessus. Et on se rattrapera Mandalorian et Grogu parce que Tom en a très envie. Oh non, mais personne n'en a envie. La saison 1. J'ai pas regardé la saison 2. Est-ce que j'ai regardé la saison 3? Non mais tu as une peluche bébé Yoda. Jamais de la vie, mec. Est-ce que j'ai regardé le livre de Boba Fett? Boba Fett. Ouais, il fait du rap et tout, c'est hyper stylé. On va rattraper tout ça pour vous. Ça sortira donc vendredi prochain. Donc au lieu de se retrouver le jeudi, comme normalement c'est la coutume, on se retrouvera un jour plus tard. Et après, bien évidemment, on reprend les jeudis à partir de 7h. C'est classique. Mais là, on s'est dit, un petit jour de repos, c'est pas déconnant. Surtout qu'on a besoin de temps pour rattraper les films. Alors, mea culpa, pourquoi ? Eh bien parce que il nous est arrivé dans des émissions de faire mention d'un prix ou d'un prix imaginaire. Un prix complètement imaginaire. Notamment le prix de la photographie, qui n'existe absolument pas. Qui n'existe pas. Il y a quand même un prix de l'achievement technique, c'est pas ça le nom du prix, mais qui a été décerné là pour le coup à Notre Salut pour son montage. Mais voilà, il n'y a pas de prix du montage ou de la photographie. Il n'y a pas de prix de photographie et il n'y a pas non plus de prix de second rôle. Hein. Oui. On ne sait pas pourquoi on s'est mis ça dans le crâne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les autres festivals ont des prix. Comme ça. Les cérémonies plutôt. Les cérémonies, pardon. Encore un mea culpa. On ne dit pas festival, on dit cérémonie. Et naïvement, je ne sais pas, on a mélangé. Et alors là, on le fait face cam. Hein. Attention. Oui. Pardon les auditeurs et auditrices. Désolé pour notre incompétence et notre mauvaise odeur. Mais que vous ne pouvez pas avoir pour le moment. On y travaille. On y travaille. Il est temps, maintenant qu'on a dit toutes ces petites bêtises, de parler de Paper Tiger de James Gray, film qui était diffusé en début de semaine dernière, qu'on avait loupé et qu'on s'est dit, si on doit rattraper des films en fin de semaine, il faut savoir que le dernier jour du festival, il y a des rattrapages. Il y a toute une journée pleine de rattrapages pour tous les films qu'on aurait loupés. Et donc on s'était dit que lui, si on avait l'occasion, on aimerait bien le rattraper. On a eu l'occasion, on l'a rattrapé. Qu'est-ce que ça vaut, Paper Tiger de James Gray ? Déjà, de quoi ça parle ?
On va suivre un homme, un père de famille, sa famille et notamment son frère qui vont s'embarquer dans une espèce de magouille qui va aller beaucoup plus loin qu'il ne le pensait. C'est son frère qui va l'embarquer dans une magouille qui va effectivement, comme tu le Donc dis. les deux frères sont interprétés respectivement par Adam Driver et Miles Teller. C'est ça. Et Miles Teller, sa famille va donc être mise en danger. On a un trio de comédiens principaux. Donc tu l'as dit, Adam Driver et Miles Teller. Et on a aussi Scarlett Johansson qui va jouer Esther, la mère de famille de cette petite famille dont le destin, dont la vie va être bousculée. Il faut savoir que le film est inspiré notamment par la vie personnelle de James Gray. J'avais pas vu Armageddon Time, son précédent film, mais D'accord. en réalité, ce film-là est une espèce de suite spirituelle, puisque dans le premier film, il parlait de lui-même, de sa propre vie, de son enfance, de la vie de ses parents et de son enfance. Et dans celui-ci, c'est comme si on les reprenait quelques années plus tard avec une autre famille, mais qui représente toujours la famille de James Gray. James Gray qui a toujours l'envie de parler de son quotidien new-yorkais de l'époque. Le film va être tourné à New York et Il déjà... se passe en 1986. se passe en 1986 et le personnage de la mère qui va c'est un spoil, ça raconte un petit peu Il un va arc lui arriver narratif, un problème de santé. il va lui arriver un problème de santé et c'est bien dit comme ça. Ça va être inspiré de ce que la mère de James Gray a elle-même vécu à cette période-là. Et je voulais qu'on revienne 2 secondes sur New York. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir un film purement et simplement tourné à New York? Ça fait New York est toujours une ville qui accueille énormément de tournages, mais beaucoup de films font passer des villes du Canada pour New York, puisque il y a des avantages fiscaux à tourner au Canada. Là récemment, on a vu que le tournage de Spider-Man, c'est quoi le nom, Brand New Day, était tourné en partie en Écosse. Oui, exactement. Donc, voir les vraies rues de New York, les vraies couleurs de New York, ce cachet new-yorkais, ça fait quand même quelque chose à l'écran, ça fait la différence. Et d'ailleurs, le tournage a été fait de manière... Ils ont tourné sur une très courte période de temps, ils ont été très rapides sur ce tournage et ils racontaient que les conditions de tournage n'étaient pas forcément évidentes puisqu'ils faisaient une chaleur excusez-moi l'expression, mais une chaleur de pute. Tu dis chaleur de pute. Je dis chaleur de pute. Il y avait plein d'autres mots. Et en fait, c'était assez difficile aussi de tourner dans des zones qui n'ont absolument aucune obstruction de la lumière, avec pardon. C'est une catastrophe ce début de podcast. Le soleil qui tapait plein phare sur l'asphalte de New York et ils ont raconté en conférence de presse que c'était pas de tout repos comme tournage. Bien sûr. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que Par quoi tu veux commencer? Le film dure 2 heures. Alors, on a râlé dans l'épisode précédent, sur les films trop longs. Celui-là dure 2 heures, il est un peu moins long que les autres, et c'est extrêmement bien rythmé. Le montage, la narration, la façon dont sont amenées les choses et cette espèce de déroulé, je trouve que tu ne t'ennuies jamais. C'est hyper agréable, c'est très beau visuellement, ça joue évidemment très très bien. J'ai passé un très bon moment, moi, devant ce film-là. Et en sortant de la salle, je me suis même dit, c'est un bon concurrent pour la Palme d'Or. Ouais, c'est ce que beaucoup de gens pensaient. Spoiler pour la suite de l'épisode, ce ne sera pas du tout le cas. Le film va repartir bredouille sans aucun prix. Effectivement, pourtant, je ne suis pas du tout mécontent de l'avoir vu. Je suis déçu qu'il ait rien remporté, mais ce visionnage valait le coup. Le film n'a toujours pas de date de sortie en France, donc j'ai hâte qu'on en reparle une fois que le public aura la possibilité de le voir et qu'il sortira en salle, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé moi aussi. Je trouve que effectivement James Gray, il appuie là où il est le meilleur, donc c'est ses relations entre frères, ses relations familiales complexes, implémenter un petit peu de polar et de thriller là-dedans, sans que ça passe jamais pour du thriller. Lui, il l'explique en interview, mais moi je fais un drame familial dans lequel il y a effectivement des éléments de criminalité, mais en réalité, ces éléments de criminalité, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est que ça va créer du drame familial. C'est comment eux réagissent face à ça aussi. C'est ça, et la destruction ou l'évolution de cette cellule familiale qui va être complètement bouleversée en réalité, même si ça arrive plus ou moins progressivement dans le film, en réalité, à la fin, la famille, elle est complètement éclatée et détruite, quoi, d'une certaine manière.
Les comédiens sont absolument géniaux. Moi, il y a un truc qui me frappe dès la scène d'introduction du film, c'est le naturel avec lequel les personnages vont communiquer. Ce lien familial, on le ressent. Ce lien fraternel entre Miles Taylor et Adam Driver, qui sont deux personnages complètement différents et qui sont vraiment présentés comme deux personnages radicalement opposés. Leur dialogue, il fonctionne, quoi. J'y crois quand je les vois échanger. Je pense que ça vient aussi de leur introduction respective. Par exemple, la façon dont on introduit le personnage de Adam Driver, à savoir le frère, c'est nickel, c'est concis, c'est clair. Tu vois par le regard des autres personnages comment ils le perçoivent lui, et en fait c'est d'autant plus important pour la suite du récit. Et ça marche très très bien. Alors évidemment Adam Driver, c'est un putain d'acteur, quoi. Ouais. En vrai, il a plus rien à prouver, même Miles Taylor. Et ce que tout le monde a dit, c'est que Miles Taylor, effectivement, on l'a pas vu briller. Enfin, il a une carrière plus en demi-teinte, quoi. Il a joué dans des trucs où il montre toutes les palettes de son jeu et ses capacités, par exemple, évidemment Whiplash. Mais il a aussi à son tableau de chasse des trucs comme Fantastic, tu vois, de Josh Trank. Donc c'est moins reluisant la carrière. C'était marrant de Miles voir Taylor. Aussi Adam Driver et Scarlett Johansson dans le même film depuis Marriage Story. Ouais, c'était marrant. Effectivement, et surtout qu'ils sont pas mariés, ils sont beaux-frères dans le film, et quand tu les vois se faire la bise, tu fais vous avez une histoire tous les deux. Non, il y a évidemment des scènes, des séquences qui sont d'une intensité complètement dingue. Peut-être que si vous avez entendu parler déjà du film, que vous avez entendu d'autres podcasts ou que vous avez lu des critiques, vous en avez entendu parler. Il y a une scène de home invasion dans une maison qui va se reposer que sur de la tension, des silences et des jeux d'ombre du hors-champ qui est assez magistral. On a une scène de fin qui rappelle énormément un espèce de croisement entre la scène dans la campagne du Parrain, je crois que c'est le 1, et Hit. On a aussi un petit côté la Dame de Shanghai, donc voilà, sans trop raconter ce qui s'y passe, vous devriez comprendre qu'il y a de la tension et qu'il y a du flingue. Voilà, il y a des scènes clés dans le film qui sont extrêmement marquantes. Ce que j'ai pas mal vu du côté des critiques, c'est que ça parlait du fait que voilà, ces scènes clés-là sont extrêmement réussies et que le reste du film est un peu moins marquant. Moi, je trouve justement que la force du film, elle réside dans ces scènes de dialogue, dans ces moments de tension. Tu vois, il y a simplement des scènes où les personnages se parlent au téléphone, et même là, on a notamment la scène de fin où Adam Driver parle au téléphone juste avant la fin du film. Je suis désolé, mais c'est un grand moment de jeu, quoi. Et puis ces scènes clés, ces scènes fortes, notamment cette scène de fin, elle marche, elle fonctionne très très bien aussi parce qu'il y a eu une grosse installation avant. Ça n'aurait pas le même impact s'il n'y avait pas eu l'installation, parce que cette scène de fin, elle raconte beaucoup de choses. Elle raconte déjà au sein de son histoire et de la relation qu'il a avec son frère. Là, c'est compliqué de pas trop en dire, mais elle ne fonctionnerait pas, elle ne serait pas aussi forte thématiquement si ça n'avait pas été installé au préalable. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de sacrifice sur la fin. Et ça n'en est absolument pas un. Moi, je suis pas d'accord avec ça aussi. Je suis d'accord avec toi. Je pense pas que ce soit un sacrifice. Je pense que ça rentre parfaitement dans la caractérisation du personnage. Ça reste malgré tout de l'égoïsme et en fait. Non, je spoil pas. Nico, toi, t'as vu le film. Ouais. T'es ressorti, t'as réfléchi un peu et là, tu t'es dit. Je crois que j'ai une théorie. Peut-être c'est la clé du film. T'as passé ton après-midi à rechercher un peu, à faire tes petites recherches. Dis-nous, explique-nous ce que c'est cette théorie. Paper Tiger a un sens caché, c'est-à-dire que la vraie histoire du film n'est pas celle qui nous est montrée à l'écran. Et je pense, c'est une théorie, mais je pense que le film parle de l'impérialisme américain. Ça me paraît assez évident, en fait, c'est même pas tant un secret que ça. Mais surtout, plus précisément, le film nous parle de l'impérialisme américain, de la politique extérieure des États-Unis dans les années 80 qui a mené au 11 septembre 2001. Je m'explique. Ah ouais. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille à la base, c'est que le film s'ouvre sur un plan de la skyline de New York des années 80, skyline dans laquelle on voit les Twin Towers, évidemment. On pourrait se dire que c'est simplement un plan d'illustration. Un marqueur temporel qui nous situe dans le temps. Le problème, c'est que ce plan d'introduction se coupe avec une transition qui est accompagnée d'un bruit d'avion, un bruit de gigantesque avion qui vient faire au-dessus de la scène. Pour un cinéaste américain, mettre une image des Twin Towers avec un bruit d'avion par-dessus, c'est quand même assez connoté, ça veut forcément dire quelque chose. Donc, je vois cette première image et je me pose la question de « Attends, qu'est-ce qu'il vient d'essayer de me raconter ?» Le film se poursuit, je me dis « Bon, peut-être que ça n'a rien à voir avec le 11 septembre 2001. » Et rapidement, je commence à comprendre que le personnage d'Adam Driver représente évidemment l'impérialisme américain. C'est
celui qui arrive dans la famille, qui représente l'opulence, qui promet la sécurité à sa famille et qui est aussi la promesse d'opportunité. C'est lui qui va apporter les opportunités financières, le rêve américain à son frère, rêve américain qui, on va le voir, va s'avérer un peu teinté de crimes et de problèmes. Il y a un autre gros indice qui m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit ça peut pas être un hasard, c'est cette scène de fin. Dans cette scène de fin, micro spoil, on va avoir Adam Driver qui va se retrouver à devoir tirer sur des méchants. Et à chaque fois que Adam Driver va se retrouver face à une cible, on va avoir un bruit d'avion comme dans la scène d'introduction, extrêmement sourd qui va passer au-dessus des personnages. Adam Driver réussit à toucher 3 cibles, donc 3 avions qui passent et il réussit à les toucher. Et le 4e, il la manque avec un bruit d'avion par-dessus. Donc on a 4 avions avec 3 cibles touchées et une ratée. C'est exactement le nombre d'avions qui sont écrasés dans la tour sud, la tour nord à New York, sur le Pentagone, et l'autre, le vol 93, qui a loupé sa cible parce qu'il a été récupéré par les passagers qui ont récupéré le contrôle de l'avion et qui se sont crashés dans la campagne. Autre élément qui est assez évident, c'est le titre du film, Paper Tiger. C'est une expression qui à la base a été utilisée par Mao Zedong à la fin des années 50 pour décrire l'impérialisme américain, mais qui arbore l'enseigne de l'anticommunisme, donc on va contrer une idéologie qui est anticapitaliste, pour agresser d'autres pays. Et il faut savoir que dans les années 80, à partir de 1979, en réalité, l'Union soviétique va envahir l'Afghanistan. Va s'en suivre une guerre qui va durer presque 10 ans et dans laquelle les États-Unis se sont impliqués dès le départ. C'est-à-dire qu'ils ont investi plusieurs milliards, plus d'1 milliard chaque année, pour financer la riposte, la résistance afghane dès le début de la guerre. Tout ça pour empêcher l'Union soviétique de gagner du territoire, de gagner de la puissance. En fait, ils ont financé les Moudjahidines. Les Moudjahidines, c'est la résistance afghane durant cette guerre. Résistance qui, on le sait, se base sur les principes islamistes. Et c'est cette résistance-là qui va donner naissance à Al-Qaïda, qui va donner naissance par la suite au 11 septembre. La date à laquelle se situe le film, aussi 1986, est assez intéressante, puisque 1986, alors là peut-être que c'est un parallèle un peu tiré par les cheveux, mais 1986, c'est l'année où Oussama Ben Laden rejoint le combat. C'est l'année où il va rejoindre le front pour se battre et où il va créer 2 ans plus tard Al-Qaïda. Et il faut bien se rendre compte que les méchants dans Paper Tigers, les gens qui vont causer du tort à cette famille, à Adam Driver, c'est les Russes. Donc on a une vraie symbolique sur justement l'impérialisme américain, Adam Driver, qui a l'impression de tout contrôler, qui jure de protéger sa famille. On pourrait dire que la famille symbolise en réalité tous les États-Unis. Le frère représente ce rêve américain. Pour moi, cette cellule familiale, la famille de Miles Saylor, c'est vraiment le peuple américain qui est impuissant dans toute cette histoire et qui va quand même subir les conséquences des actes irresponsables de l'impérialisme américain qui est symbolisé par Adam Driver. Je pense vraiment qu'il y a un truc à décrypter. Les bruits d'avion ne sont pas là par hasard. Ce plan sur les Twin Towers couplé d'un bruit d'avion n'est pas là par hasard. Et évidemment, James Gray ne s'en cache même pas. Le titre du film, Paper Tiger, la manière dont Adam Driver l'emploie même dans le film, il l'emploie à tort. Il dit ils sont fans d'argent, c'est des tigres de papier. Ce qui n'est pas du tout la vraie expression du film. Et James Gray, il en a bien conscience. Lui, en interview, il dit non, le vrai Paper Tiger, c'est Adam Driver. Donc, qui est l'impérialisme américain dans le film? C'est évident, c'est Adam Driver. Et pour moi, la cellule familiale de Miles Saylor représente le peuple américain. Et cette implication des Américains dans la guerre en Afghanistan, c'est donc ce qui a créé Al-Qaïda et c'est ce qui a mené au 11 septembre et même à d'autres attentats. On se souvient assez peu en réalité de l'attentat de 93 sur le World Trade Center. Voilà, je pense vraiment que j'y crois, en tout cas à ma théorie. En fait, ce qui est un peu chiant avec ces théories-là et ces clés de compréhension de film, c'est que soit t'as tout compris à l'œuvre que tu viens de voir et t'as vraiment décodé l'intégralité du message du film, soit t'es complètement à côté de la plaque. Est-ce que t'y crois à ma théorie ou pas? Ouais, t'as fait tes recherches, tu me l'as bien vendu, tu me l'as suffisamment bien vendu pour que j'y croie. Moi, ok. Bon vous me direz en commentaire si vous pensez que c'est de la grosse merde ou si effectivement ça a du sens. Avant que je te lance sur ta propre théorie sur un autre film de la compétition de Cannes, qu'est-ce qu'on retient de Paper Tiger? Qu'est-ce qu'on retient de Paper Tiger? Comme le disait Mao Zedong, un tigre de papier n'est fait que pour exploser en milliards de confettis. Je sais même pas si c'est lui qui a dit ça, mais je sais que c'est une phrase que j'ai vue sur internet. Ok, c'est très bien. Tom, du coup, c'est vrai que toi aussi t'avais une théorie sur un autre film de la compétition qui t'est venu un peu plus tard. Oui, mais on est sur quelque chose de plus fantasque, on est sur quelque chose de plus rêvé. Non, mais c'est pas aberrant ce que tu me racontais. Ça, c'était à propos du film Hope de Na Won Jin. C'est vrai, on en a pas assez parlé de film très bizarre, film vraiment très très chelou. Qu'est-ce que tu en penses du sens caché de Hope? En fait,
Je sais plus si on l'avait dit ou non. En gros, il y a des VFX très très moches sur des extraterrestres. Si, on en a bien parlé de ça. De Oui, mais est-ce qu'on avait dit que c'était des extraterrestres? On avait dit que c'était des des toute extraterrestres. façon, ils sont dans la bande-annonce, donc Bon, on très spoilerait. C'est des effets spéciaux qui sont très laids. On a beaucoup rigolé sur le fait que ça faisait 2002, plein du Spy Kids, de la momie qui te revient un peu en pleine face en disant c'était pas beau, sans trop comprendre pourquoi c'était aussi moche. Et je me suis demandé, et là c'est une théorie farfelue, et le temps me donnera peut-être très certainement tort, puisque le montage n'est pas encore fini, les VFX sont pas encore finis. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est pas une critique du cinéma américain ? Je m'explique, on est dans une situation en ce moment à Hollywood où, et Marvel en est un exemple criant, les effets spéciaux sont de plus en plus laids parce qu'on ne laisse pas le temps aux artistes VFX de correctement faire leur boulot. Ouais, les boîtes, notamment les boîtes de Exactement. VFX. En fait. Il y a eu des grèves, on en a beaucoup entendu parler, et je trouve que ce film-là, alors que le réalisateur, bon, on a vu sur ces 2 précédents films que il accorde de l'importance aux détails et tout ça. Alors, il a ses défauts aussi, mais c'est toujours très propre, et même avec sa caméra, c'est toujours très propre. Le film ouvre sur une séquence d'action absolument folle, ça on en avait déjà parlé. Ça reprend beaucoup du cinéma asiatique aussi par moment. Et on se retrouve avec une première créature dégueulasse en VFX. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas une critique de ça ? Autre point pour appuyer ma théorie, les 2 extraterrestres qu'on voit sont interprétés par 2 acteurs américains. 2 stars en plus. Hein. Ces donc qui sont Michael Fassbender et Alicia Vikander, 2 qui ne parlent même pas anglais. Ouais. C'est-à-dire qu'ils parlent en langage alien, fictionné Inventé, ouais. et tout ça. On se pose la question du pourquoi tu les fais venir Pourquoi tu les fais venir pour leur dire 2 phrases en charabia avec un pitch vocal en plus, tu sais, leur voix elle est très modifiée au mixage. Très curieux. Et d'autant plus que dans la seconde partie, voire même fin du film, va se produire des événements qui sont très typiques du cinéma américain, c'est-à-dire vouloir construire un lore, vouloir construire une possible suite. Qui n'a rien à foutre dans le film. Qui n'a rien à foutre, et je ne comprends pas l'idée d'en faire une possible suite. Et je me suis dit, est-ce que là encore, c'est pas une critique de ce cinéma-là, de vouloir franchiser à tout prix son propre film, son univers. Pareil, il y a une blagounette de fin avec un personnage qui revient d'entre les morts. Alors là, c'est pas vraiment un spoil, puisque c'est vraiment pour la blague. Pareil, le fait de ne vouloir jamais tuer ses personnages. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments. Ouais. C'est une théorie farfelue, mais c'est une théorie qui, pour le moment, me satisfait, défend le film en effet, et peut-être que je défends le film parce que je l'ai beaucoup apprécié et que je me mets des œillères. C'est possible. Hein, tu sais, moi je pense que ta théorie, je pense pas que Na Hong-jin soit parti dans la création de ce film dans l'optique de effectivement parler de ce sujet-là. Je pense que c'est quelque chose qui a pu arriver naturellement. On en a un peu parlé, mais visiblement Na Hong-jin avec ce film-là, il a fait usage d'un processus créatif très organique en fait pour créer ses séquences, pour son montage, pour même les effets spéciaux, pour le meilleur et pour le pire. Et je pense que c'est peut-être un truc qui est arrivé en fil rouge à un moment où il s'est dit « Ah, ça peut être intéressant de tourner les choses comme ça ». Je suis pas sûr qu'il soit parti bien en tête dans cette idée de « Je vais parler de ce sujet ». Je pense que c'est quelque chose qui a pu arriver naturellement dans la création. C'est peut-être très naturel, et là je repense même à une scène où à un moment il y a un bébé extraterrestre qui est là sur 10 secondes de film, qu'on ne reverra absolument jamais, et qui est très mimi, qui correspond aussi à bébé Yoda, quoi. À bébé Yoda, à plein d'autres personnages de fiction qu'on a vus dernièrement, qui sont là faits pour être mignons, qui sont faits pour vendre des pluches. Et donc voilà, j'aime cette théorie. Je pense que ça ne reste qu'une théorie et que c'est pas forcément la réalité, mais peut-être est-ce une explication. Moi je trouve ça intéressant à creuser en revoyant le film, voir s'il y a d'autres éléments qui étayent cette analyse. Je pense qu'il est temps de parler. En tout cas, ça y est, c'est la fin. On peut peut-être parler du palmarès. Est-ce qu'on avait raison sur nos pronostics ? Spoiler, pas du tout. Pas du tout. On a à peu près tombé que sur du faux. Est-ce qu'on est content du palmarès ? Eh ben, on va le découvrir ensemble. Déjà, on va passer assez rapidement sur le prix d'interprétation masculine qui a été décerné à Emmanuel Makia et Valentin Campagne pour Coward, film de Lucas Dont, que nous n'avions pas vu. Moi, la raison pour laquelle je l'ai pas vu, c'est que je crois que le film passait tard. La séance que j'avais, elle était tard. Ouais. Et surtout,
en fait, j'avais vraiment pas aimé Girl. On en avait parlé dans l'épisode juste avant Cannes, épisode qui était consacré à Daredevil Born Again. Et moi, j'étais revenu sur tous les films que j'avais fait des rattrapages pré-Cannes. J'avais pas du tout aimé Girl, j'aimais pas le message, j'aimais pas la manière dont le film se positionnait sur son sujet. Je trouvais ça assez vain, j'aimais pas le côté body horror sur la transidentité. Je trouvais ça un peu too much. Donc, je ne me suis pas intéressé à Coward, donc on va passer assez rapidement là-dessus. Félicitations à eux, ils ont l'air super dans leur rôle. On fait des petits claps quand même. Virginie Efira et Tao Okamoto remportent le prix d'interprétation féminine à 2 pour Soudain de Hamaguchi, que nous n'avons pas vu non plus. Donc, Virginie est tout à fait sympathique. Elle était hyper émue pendant la cérémonie, donc C'est une très bonne comédienne. félicitations à elle. Enfin, nous avons Le prix du jury. le prix du jury qui a été décerné à L'Aventure rêvée, film que nous n'avons pas vu. Donc, félicitations à Valeska Grisebach. Griesbach. Félicitations à elle. Bon alors pour l'instant, c'est la cata. Pour l'instant, c'est la cata, c'est que des films qu'on n'a pas vus. Et alors là, à partir de maintenant, donc sur le gros du gros, c'est bon, on arrive à des films qu'on a vus. Ok. On est heureux. En fait, c'était une grosse peur qu'on avait, c'était, vu qu'on n'a pas vu toute la compétition, on a vu environ 45% de la compétition, 50%, je sais pas exactement. Donc, le truc, c'est que si on n'était pas tombé sur les bons films, le palmarès, on n'avait rien à en dire. Mais le gros du palmarès arrive et ça y est, on les a tous vus. Alors, on peut parler du prix du scénario qui nous a un petit peu surpris, toi et moi. De ouf, non, on s'attendait à un fjord, évidemment, scénario complexe, riche, avec énormément de sous-couches de lecture. Même Paper Tiger, tu vois, on en parlait juste avant, ça l'aurait mérité. Et donc, le prix du scénario revient à Emmanuel Mar pour Notre Salut, qu'on félicite quand même. Oui. Ça n'a, selon moi, je sais pas, j'arrive pas à comprendre en fait le prix du scénario pour Notre Salut. J'ai l'impression que juste parce que j'arrive pas à formuler ma phrase, mais l'intérêt du film réside pour moi beaucoup plus dans sa mise en scène ou alors dans son interprétation que dans son scénario. Le scénario du film, en réalité, il est là simplement pour nous faire déambuler dans cet univers de la bureaucratie de Vichy. Le point de vue est plus intéressant que le point scénario. de vue est plus intéressant. La manière dont il nous immerge dans ce monde-là est pour moi plus intéressante que le scénario parce qu'elle est vraiment singulière, elle est vraiment originale et qu'elle dresse des parallèles entre notre époque ou d'autres époques, pas que notre époque et évidemment le régime de Vichy. Donc je sais pas, pour moi c'était beaucoup plus pertinent et je ne sais pas non plus, je suis assez d'accord avec toi. Moi je le voyais vraiment en Palme d'Or pour le coup, Notre Salut, compte tenu des thèmes qu'il aborde, de la manière dont il les aborde et aussi de la maestria, en tout cas de l'originalité de filmer l'action, de filmer son personnage. Je sais pas, même sur le point de vue personnel de ce film-là, qui est donc un film dans lequel Emmanuel Mar va nous parler de son arrière-grand-père qui a été fonctionnaire sous le régime de Vichy. J'ai du mal à comprendre le prix du scénario. J'ai l'impression qu'on lui a mis parce qu'on avait très envie de le récompenser. On savait pas où le foutre. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Parlons maintenant du prix de la mise en scène qui est un ex-aequo. Ouais, alors, c'est en fait. Et un ex-aequo curieux. Moi, je trouve ça un poil chiant. C'est genre, vous avez une mission, c'est donner des prix à un film et à un metteur en scène. C'est un peu relou d'avoir 3 metteurs en scène récompensés pour le prix de la mise en scène, je trouve. Donc on a Javier Calvo et Javier Ambrosi pour La Bola Negra qui là, on était d'accord, toi et moi, le mérite. Je vais être un peu plus nuancé que ça. On n'est pas d'accord, toi et moi. Je considère que oui, c'est mérité. Moi, je vais me prononcer une fois qu'on aura annoncé l'intégralité des prix décernés pour le prix de la mise en scène. Parce que effectivement, c'est ex-aequo avec le film de Pavel Pawlikowski pour Fatherland. Ouais, alors grand moment de cringe sur scène, je sais pas si t'as vu la scène justement. Que nenni. Où en fait les 3 metteurs en scène sont montés sur scène. Les 2 metteurs en scène espagnols ont fait leur discours en premier, on leur a remis leur prix. Et t'as Pavel Pawlikowski qui attendait comme un piquet sur scène. Et ensuite, quand ça a été à son tour de parler, il a dit « Quelle mise en scène désastreuse !» Ah oui. Ouais, oui, donc c'était un gros moment de malaise. Moi, je trouve que j'aime bien La Bola Negra, je trouve ça assez réussi. Oui. J'aime bien Fatherland aussi, je trouve qu'il y a des choses assez réussies. Le problème,
c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est le prix de la mise en scène pour trancher, quoi. On a le film La Bola Negra. C'est le yin et le yang. Ah, c'est le yin et le yang. On a le film La Bola Negra qui est tellement jusqu'au boutiste, qui est une mise en scène hyper, généreuse, où il y a 50 000 idées par plan, c'est grandiose, les décors sont magnifiques, on a des mouvements de caméra dans tous les sens. Très coloré. Des idées de transition, vraiment, c'est tape à l'œil, c'est vraiment... voilà, la mise en scène te crie « Hey, regarde-moi, je suis là ». Et Fatherland, c'est tout l'inverse. on est posé. On est en noir et blanc, on est sur du plan... Il y a de la composition, hein, mais on est sur du plan large, on est sur quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus tranquille. Minimaliste, en fait. Minimaliste par rapport à la Bola Negra, encore. Enfin, c'est encore plus criant. On a remis un prix à la mise en scène la plus tape à l'œil et ex aequo avec la mise en scène la plus minimaliste, la plus pudique presque. Et je trouve que, en fait, il faut faire un choix à un moment dans la vie. Tu peux pas prendre les deux extrêmes et dire, voilà, la mise en scène, elle était bien dans les deux films, comme ça, tout le monde est content, tout le monde est récompensé. Je trouve que c'est un peu facile. Évidemment que les deux films ont de la mise en scène, évidemment qu'il y a des vraies vision d'auteur derrière la caméra et ces histoires et ces thématiques, elles sont racontées par l'image de deux manières radicalement différentes. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir fait un choix pour montrer qui était le meilleur à exprimer visuellement ses idées. Je suis entièrement d'accord avec toi et en plus, comme ils sont drastiquement différents, voire même opposés, tu vois, je trouve quand même que c'est curieux. C'est un peu facile. C'est pas trop se mouiller. Mais félicitations on les félicite quand même. À eux trois. On passe au Grand Prix avant de parler de la Palme d'Or. Oui, Minotaur, alors on sentait, tout le monde en parlait, le film allait avoir un prix. C'est pas le film qui nous a le plus convaincus de qui nous a même peut-être le plus marqué. Et pourtant, encore une fois, il est très bon. Ouais. Le film jouit de très très bonnes séquences. Je comprends qu'il ait un prix. Moi j'ai un peu peur toujours du prix politique en fait, c'est un peu ça le... Ça, c'est la grande question, toujours. Ah, ça parle de la guerre en Ukraine. Ah oui, c'est vachement bien, il faut lui remettre un prix. J'ai un peu peur de... Est-ce que s'il n'avait pas parlé de la guerre en Ukraine... Très bonne question, ça. Il aurait eu un prix. Parce que c'est un sujet de fond qui a son importance sur la fin, ouais. mais c'est et toujours... qui transforme le sens du film. Et qui transforme le sens du film et qui donne un outil... une clé de compréhension. Oui, mais même pour la fin, c'est un outil qui va être utile pour les personnages eux-mêmes. Un petit mystère qui nous servira pour plus tard. Est-ce que si on avait enlevé ça et qu'on avait gardé cette relation, cette relation familiale, cette relation entre deux êtres... Cette histoire d'adultère. Voilà, je sais, oui, on l'avait dit. Oui, c'est un remake d'un film qui s'appelle La femme infidèle. Hein, donc ouais. Est-ce que ça aurait eu le même prix? En même temps, le film parle aussi de guerre, donc c'est très compliqué de dire ok, maintenant on t'enlève un de tes thèmes, est-ce que tu serais quand même... Oui, c'est un peu bâtard de faire ça. C'est un peu con. Moi, je sais pas. En fait, je trouve ça très bien, mais c'est pas du tout celui qui touche le plus à ma sensibilité. Et là, on est sur quelque chose de très personnel. Ce film-là me touche moins dans mon petit cœur que les autres dont on a parlé, que ce soit La Bola Negra, Fatherland, Notre Salut, ou même La Palme d'Or dont on va parler dans quelques minutes. Minotaur me parle moins. J'arrive moins à être marqué par le film, à être impressionné par sa mise en scène, par la manière dont il va me raconter son histoire. Il y a des séquences absolument génial, mais je sais pas. C'est moins ma cam. Après, Grand Prix, si le jury a aimé, écoute, voilà. Tant mieux pour le film. On passe. Alors, on applaudit, Minotaur. Oui, bravo. La Palme d'Or. Enfin, la Palme d'Or. Déjà, Tom, tu trouves qu'elle est méritée cette Palme d'Or? Je l'aurais pas mis en Palme d'Or. Ouais. Après, personne nous a demandé. Personne nous a demandé notre avis. Thierry, on le donne tu m'envoies un petit mail, je te passe mon numéro. Si tu veux qu'on soit dans le jury l'année prochaine, il y a pas de problème. La Palme d'Or est donc décernée à Fjord de Christian Mungiu. Je comprends complètement que ce film ait un prix. Attention, je l'aurais pas mis en Palme d'Or. Peut-être que, on en avait parlé avant de lancer l'émission, prix du scénario me semblait peut-être plus logique. Ah ouais, c'est quand même le film qui arrive à articuler ces thèmes de la manière la plus, j'allais dire complexe, mais de la manière la plus subtile et en même temps à réussir à créer des personnages extrêmement forts. Tu sens que le réal, d'ailleurs, il est capable... Bon là, du coup, je parle un peu de mise en scène, donc il y a des qualités à plein d'endroits. Mais le film a plein de qualités, attention. Mais tu sens qu'il a une énorme palette dans sa mise en scène et que ce qu'il essaye de faire avec
avec Fjord, c'est quelque chose de très précis, sans en dire trop, mais voilà, je pense vraiment qu'il est capable de plein de choses et qu'il a pris des vraies décisions radicales dans sa mise en scène avec Fjord. Mais c'est vrai que c'est un film que j'aurais bien vu en prix du scénario, quoi. La manière dont il articule ses thèmes mérite un prix du scénario. C'est le film le moins manichéen et c'est ça qui a séduit le jury, hein. De toute façon, ça a été dit dans leur discours. C'est l'approche du film en fait qui les a vraiment séduits. Bah oui, mais j'entends et je comprends complètement. Est-ce que Fjord a grandi dans ta mémoire? Parce que quand on en est sortis tous les deux, on était moins convaincus, toi et moi. Bon, il a grandi, en fait, quand on en a parlé dans l'émission, je crois que ça avait déjà suffisamment mûri. Après, oui, peut-être que je le reverrai. Peut-être que je me ferai un avis différent. Je comprends qu'il a un prix. On est sur un très bon film. Oui, moi, je suis pas particulièrement sur la Palme d'Or parce que un de mes chouchous n'a rien eu. El Ser Querido de Sorogoyen. Non mais tous nos chouchous n'ont rien eu. Tous nos chouchous n'ont rien eu, quoi. Le Sorogoyen, toi t'es déçu. Mais même Paper Tiger. Paper Tiger, on est déçu. Moi j'aurais adoré un prix du jury pour Hope, quoi. Juste pour saluer la démarche. Ouais, de fou, quoi. Et même pour saluer, même pour encourager le Festival de Cannes à proposer des choses différentes. Des choses complètement différentes, quoi. Des choses vraiment... des propositions radicales, mais dans un autre style, quoi. Parce que Fjord est évidemment une proposition radicale, mais Hope en est une autre. Mais en tout cas, ce premier festival de Cannes pour nous, ça a été des grands moments. Ça a été des grands moments. Je suis très content qu'on ait vu énormément de films. On est crevé à la mort. On est mort. Je suis trop heureux qu'on l'ait fait. On vous l'annonce dès maintenant, on va quand même essayer de le faire l'année prochaine. Rien n'est garanti, rien n'est sûr, on ne sait pas de quoi la vie sera faite, mais on va essayer d'y retourner, quoi. Bien sûr. Ce serait un kiff. Ce serait l'occasion, bien sûr. On remercie aussi Paf qui est passé dans l'émission sur 2 émissions, ça a été super de le faire. Et on vous remercie, vous, en fait. Et ouais. Parce que l'émission grandit aussi grâce à vous. Avec vous. Avec vous, on lit tous vos messages, on écoute tous vos retours. On vous remercie de nous suivre, d'avoir suivi la grosse aventure Cannes, là, qui était la grosse aventure de l'année, je pense. On clôt le chapitre Cannes et Flex aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là pendant ces 10 jours, ces 10 émissions. Et on se retrouve vendredi prochain. On se retrouve vendredi prochain avec du cérébral. Ah oui, là, on est sur du costaud. Ça va être fjordesque. Des bisous à tous, à la semaine prochaine. Des bisous à toutes. Allez, ciao. Vous êtes complètement tapés ou quoi?